Cette vallée, à une époque, était entièrement recouverte de glaciers. Dans l'histoire, les périodes de glaciation et de déglaciation étaient naturelles. Aujourd'hui, le recul des glaciers est dû à l'activité humaine. Jusqu'à il y a encore 5 ans, on faisait de la culture maraîchère ici. Maintenant, c'est inondé toute l'année. On ne peut plus rien faire pousser. Le Bangladesh est un pays très plat. Si, comme on l'envisage, le niveau de la mer augmente de 60 cm, ça signifie que la côte reculera de 50 à 60 km. Au total, ce sont 20 millions de personnes qui seront touchées. D'ouest en est, l'immense chaîne de l'Himalaya s'étend sur plus de 2400 km. Ce toit du monde abrite une centaine de sommets situés à plus de 7000 mètres. Avec 50 000 km² de glaciers, l'Himalaya est aussi la plus importante réserve de glace après les régions polaires, source de vie pour 1,3 milliard d'individus répartis entre la Chine, l'Inde et une bonne partie de l'Asie. 9 grands fleuves y prennent source, dont le Gange, fleuve sacré de l'Inde, et le Brahmapoutre. À la fin de leur parcours respectif, long de 2500 km, le Brahmapoutre et le Gange se rejoignent, puis se jettent dans la baie du Bengale, au sud du Bangladesh. Dans les temples de la vallée de Katmandou, les Népalais font tourner leurs moulins à prière en scrutant avec inquiétude les contreforts de l'Himalaya, univers magique longtemps considéré ici comme éternel et sacré. Les scientifiques découvrent aujourd'hui sa vulnérabilité à l'épreuve du climat. Le docteur Arun Shrestha, entouré de son équipe, s'apprête à retourner comme chaque année en haute altitude. Depuis plusieurs années, des données collectées sur le terrain et par satellite indiquent qu'un glacier, celui du Thakkarding, fond à une vitesse anormalement élevée. Les glaciers sont les indicateurs du changement climatique. Dans le Haut-Himalaya, peu de recherches ont été menées. Si vous regardez dans la partie népalaise de l'Himalaya, les recherches n'ont commencé qu'à la fin des années 50, après la conquête de l'Everest et quelques autres expéditions. Ce n'est que récemment, au cours des années 70-80, qu'il y a eu beaucoup d'études, mais jamais sur une période continue. Beaucoup de mes collègues, c'est le cas du docteur Arun Shrestha qui est à côté de moi, ont réalisé des études au cours de ces 10 dernières années dans la partie népalaise de l'Himalaya. Et ce qu'ils ont noté, c'est une augmentation des températures de 0,6 degrés durant la dernière décennie, ce qui explique que les glaciers vont fondre. Où est-ce qu'on va? Bon, voilà, on y va. On est les capteurs à Bedi. C'est la vallée du Rolwalling. Hein. Ouais, on est dans la vallée de Rolwalling. C'est complètement derrière de la région de l'Everest. Et c'est, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent par là parce qu'il y a un col, le Tessilapsa Col, qui est fréquenté. Un peu, c'est très dur pour les porteurs et tout ça. C'est un peu sauvage et c'est très joli. Dans cette région, les habitants se déplacent d'un village à l'autre. Ils montent quand la saison est chaude et ils redescendent quand il fait plus froid. C'est leur mode de vie.
Août, puis septembre dernier, des pluies diluviennes s'abattent sur le Bangladesh. Nourris par les précipitations et la fonte des glaciers venus de l'Himalaya, le Gange et le Brahmapoutre dépassent leur niveau d'alerte de plus d'1 mètre. Le courant rompt les digues, 60% du pays est sous les eaux. Les inondations font plus de 1000 morts par noyade, épidémie ou morsure de serpents. 10 millions de personnes sont contraintes à l'exil. C'est la première fois qu'on nous apporte quelque chose. Nous n'avons reçu aucune assistance depuis les inondations. Nous avons besoin d'argent, de nourriture. Mon mari m'a laissée. Je n'ai pas de ressources. Je suis seule à la maison qui est entièrement inondée. Je n'ai personne pour m'aider à nourrir mes enfants. Personne. On veut juste manger. C'est déjà la 2e inondation depuis le début de la mousson. En traversant du nord au sud, ce plat pays posé à seulement 10 mètres d'altitude qu'est le Bangladesh, le Brahmapoutre conditionne le destin d'une grande partie de son peuple. Celui des Charwa d'abord, habitant sur des îles situées au milieu du fleuve. Plus au centre, la population de Sirajganj dispose grâce aux alluvions de terres fertiles, mais vulnérables aux inondations, lorsque pendant la mousson, pluies et fonte des glaces viennent gonfler le volume du fleuve. Au plus fort de la mousson, il a plu en un jour sur Sirajganj, plus qu'en une année sur toute la ville d'Oxford en Grande-Bretagne. Si le timide début de la décrue permet aux artisans comme ce tisserand de reprendre leur activité, l'eau stagnante continue de noyer des centaines de milliers d'hectares. Mojbul Rahman a 50 ans. Une vie dédiée à la culture du riz et du jute. 2 revenus qui lui assuraient un salaire de 700 taka, soit 7 € par mois. Revenu aujourd'hui englouti, comme ses terres, sous les eaux du déluge. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est mon champ. 15 hectares au total, entièrement noyés. Je ne pourrais rien cultiver pendant des mois. Normalement, je fais 3 récoltes de riz par an, mais là je ne pourrais en avoir qu'une seule. Et encore, il faudra attendre la saison sèche dans au moins 4 mois. Pour toutes les autres cultures comme le jute, là je n'ai aucune solution. Je ne pourrais rien cultiver. C'est perdu, parce que l'eau est bloquée. Elle ne repart plus. Les causes de toutes ces inondations? Pourquoi nos terres sont plongées sous l'eau ici et là? Je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas vous dire. Seul Allah le sait. Seul Allah peut le dire. Cette ville de Sirajganj, la voici maintenant vue du ciel. Un chapelet d'îlots au milieu des eaux du Brahmapoutre. Ce fleuve, Yves Mar le connaît bien. En 1998, avec sa femme Runa,
Ils fondent une association pour aider ceux que le climat et la géographie ont rendus vulnérables. C'est le cas des Tcharois qu'ils vont retrouver. Ces peuples vivent au milieu du fleuve, sur des îles susceptibles à tout moment de disparaître, au gré des courants et de l'érosion. Le Brahmaputra est un des fleuves les plus instables de la planète, à cause des milliards de tonnes de sédiments qui viennent de l'Himalaya. Ils se déposent dans la rivière, donc le fleuve a moins de profondeur pour évacuer toute l'eau de l'inondation. Donc il déborde de plus en plus et en débordant, il érode les berges, il érode les îles. Ça crée des problèmes sociaux incroyables. Les terres qui tombent, les villages qui tombent, les routes qui s'effondrent. Et alors ça c'est un problème permanent qui se renouvelle chaque année, mais avec plus d'intensité. Okay, folks, we found out where we're going to park. We're going to park down here on the corner. We're going to come in now for our landing. En plus de la mousson, le sud du Bangladesh fait face à un autre fléau, celui de la montée du niveau de la mer qui inonde progressivement les terres arables. Cet ingénieur, à la tête de son association, tente de trouver des solutions pour retarder l'inexorable montée des eaux. Nous sommes sur la berge d'une rivière. Et les gens d'ici avec qui je viens de m'entretenir disent tous que depuis quelques années, le niveau des crues a augmenté, tout comme leur fréquence qui ne cesse de s'accélérer. Et il y a aussi de fortes marées. Maintenant, toute cette partie est inondée et on peut observer que les eaux stagnent. C'est en partie à cause du changement climatique, des variations climatiques. Ces derniers jours, il y a eu des fortes pluies, des averses inhabituelles. Il y a aussi beaucoup de transport de sédiments à cause du vent et de la pluie, ce qui fait que l'eau n'a pu s'écouler. Du coup, toute la zone est inondée. Comme vous pouvez le voir, ces sacs de protection, c'est pour essayer de sauver la berge de l'érosion. Parce que pendant les crues, il y a de fortes marées. Et comme il y a beaucoup de crues, la berge s'érode. Toutes ces mesures ont été mises en place pour éviter les inondations. Mais bon, ça ne fonctionne pas vraiment. Quand il y a de grandes marées, comme c'est souvent le cas en période de fortes crues, on doit faire face à des forts vents avec des vagues très très puissantes qui détruisent toute cette partie-là. Il y a quelques années, les eaux ne stagnaient que pendant la saison des pluies. Désormais, cela peut durer près de 9 mois par an. Ces eaux stagnantes ont modifié les habitudes et les activités de cette région tournée historiquement vers la riziculture. Exploitation d'autant plus difficile aujourd'hui que la présence de sel dans la terre augmente à cause de la hausse du niveau de la mer. À l'origine, sa profession, c'était cultivateur. Avant ici, c'était sa ferme, jusqu'à il y a encore 4 ou 5 ans et demi. Mais à cause de cette zone d'eau stagnante, il s'est reconverti en pêcheur de crevettes. Il est propriétaire de sa ferme et il pense que pendant l'hiver, l'eau sera partie et qu'il pourra cultiver du riz à nouveau. Donc c'est une exploitation à la fois de riz et de crevettes. Tous ceux que je connais, mes amis, voisins, qui se sont reconvertis dans l'élevage de crevettes ont profité de la situation. On gagne plus d'argent. C'est bon pour moi. Sans l'hélicoptère, il faudrait à Arun Shrestha plus de 15 jours de marche pour atteindre sa destination.
Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit s'arrêter dans ce village de Beding. Haroun y installera son camp de base. Une vingtaine d'habitants vivent ici toute l'année, avec leur yak. En apparence, l'existence est plus facile ici, depuis que la neige se fait rare. Au sol, l'attendent une équipe d'une douzaine de Sherpas. C'est eux qui ont équipé ce campement, première étape de la marche d'approche vers le glacier. À 15 ans, à peu près 15 ans ou 16 ans, quand j'étais au village, il y a au moins 2 mois ou 1 mois et demi, la neige elle restait stable. Aujourd'hui, on n'a pas la neige. Et même l'hiver, il reste que 2 ou 3 jours au village. Après, c'est tout de suite, ça fond, quoi. Ça veut dire que ici, normalement, ce temps-là, maintenant, cette période-là, normalement, il devait être la neige. Haroun entame une tournée d'inspection. Il y a quelques années déjà, il avait équipé ce village d'antennes ultra-modernes, en liaison permanente avec Katmandou. Si la fonte accélérée du glacier de Tradgarding devait avoir des conséquences, il y a bien des chances que les premières victimes soient d'abord les habitants de Beding. La première vérification se fait au bord de l'eau. Not water is not coming here. Only water. 1.75 is water coming here. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Je mesure le niveau d'eau. Et ça donne quoi? L'eau est à 40 cm. L'intérêt de cette mesure, c'est de contrôler quelle est la quantité d'eau qui coule dans la rivière, voir si ça augmente ou si ça baisse. La raison, c'est que les glaciers fondent et se réduisent. Et on veut voir si ça a des effets sur le débit des rivières et celui des cours d'eau. Ce qu'Haroun redoute, c'est le débordement d'un lac formé par la fonte du glacier. Nos calculs prévoient que le niveau de l'eau puisse monter jusqu'à 20 mètres à certains endroits, ce qui est très haut pour une vallée de ce type. Ça veut dire que tout serait inondé. Quand l'eau dévalera, ça fera une vague d'au moins 20 mètres, ce qui est énorme. De l'eau avec aussi des tas de débris divers. Cette crue glaciaire avec une vague de 20 mètres, l'équivalent d'un tsunami en pleine montagne, menace directe pour tous les villages situés jusqu'à 100 km en aval et leurs 10 000 habitants. On a un doute, tout le monde dit que ça va exploser. Nous avons entendu parler de ça, mais on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. J'ai un peu peur, des gens sont venus ici et m'ont parlé de ce risque. Certains sont partis parce qu'ils avaient les moyens. Même s'il y a des catastrophes, nous on va rester. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas grimper les parois en courant. Demain, dès l'aube, l'ascension se poursuivra à pied, en direction du glacier. Hi Jamal. Jamal. Thanks. Pas facile d'accès ces îles. Pas vraiment, pas vraiment. Tu vois, l'avion c'est vraiment une grande aide pour nous. Hein. Oops. Oh, sorry. Ah non non. Bad.
Comment vous êtes arrivé ici alors? Eh ben, tu vas le voir avec à la barre d'un gros bateau qui est là-bas. Hein. C'était une aventure. Hein. Mais cet endroit, pourquoi cet endroit? Pourquoi cet endroit? Parce que cet endroit est l'endroit le plus isolé du Bangladesh et le plus difficile d'accès à cause de la rivière que vous avez vue. Enfin, la rivière, c'est un des plus grands fleuves du monde, le Brahmapoutre, qui arrive à faire jusqu'à 27-30 km de large. Et ces gens-là sont complètement isolés. Non seulement isolés, mais ce sont les populations les plus pauvres du Bangladesh, les plus déshéritées. Donc le seul moyen de les approcher et de les aider, c'est d'y aller en bateau. Ce bateau, une péniche sur laquelle Yvemar a vécu lui-même au cours d'une vie précédente sur les quais de la Seine à Paris. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Hi, my friend. Oh, so good to see you here. Yeah. On the char. Yeah. It's probably in a light bar. Fantastic, fantastic. I met Dulu when I came to Bangladesh, in fact. Dr. Peter. Ah, Peter. Peter. Tu le connais, non? Peter Novak. Elena Novak, I don't... Je vous ai vu en photo, je me souviens de vous. Yes, yes, I did. Reconvertie en hôpital par Yves et Runa, cette péniche accueille 200 personnes par jour, beaucoup plus après les crues. Encore aujourd'hui, vous allez le voir, il y a beaucoup d'infections de diarrhée. Cet homme a perdu sa fille dans la rivière hier. Elle a été emportée par le courant. Il était tellement choqué, on l'a conduit ici et on l'a mis sous perfusion pour le maintenir en vie. C'est de la chirurgie? C'est une brûlure. Il soigne la plaie. Voyez, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur cette rivière, elle fait 200 km de long, 39 ou 40 km en largeur. Il y a plus de 4 millions d'habitants et les seuls docteurs pour toute cette population se trouvent ici, sur ce bateau. À chaque inondation, on reçoit des enfants. Et parfois, juste sous nos yeux, vous voyez, tout est inondé et un enfant tombe à l'eau. Et on a beau envoyer nos équipes, souvent ils ne peuvent rien faire, le courant est trop fort. Et là, vous vous sentez inutile. Vous faites de votre mieux, mais on a besoin d'aide, de soutien, y compris du gouvernement. Ils nous aident, vous savez. Navigateur, Yvemar a mis 3 mois passant par le canal de Suez, continuant sur l'océan Indien, c'était en 1993, pour convoyer son embarcation jusqu'à cet improbable quai. Hello, hi, Kemonatian, hello. La flotte a commencé bien sûr par la péniche qui est venue de France. Et cette péniche convient parfaitement au service que nous offrons à la population, mais cette péniche n'est maintenant pas suffisante. Donc il faut compléter cette péniche par un moyen de transport rapide qui est une ambulance catamaran, comme vous le voyez, qui nous permet d'accéder à toutes les îles et de leur apporter les besoins, enfin les réponses aux besoins qui sont multiples dans différents secteurs. Voilà. Venez. Chamené, panier assez, Béchi? Ok. Bon, on met la gomme un petit peu, hein? Ok. Passage au milieu des îles et autour de radeaux de bambou d'une autre époque.
transportent à la fois des bambous et quelquefois, sous les bambous, ils font flotter des troncs d'arbres qui vont être vendus et utilisés plus bas. Alors quelquefois, ils vont jusqu'à Dakar. Pour aller jusqu'à Dakar depuis ici, ça prend facilement 3 semaines. 3 semaines de navigation. Là, on a de la chance de le voir. Là. Et alors, ils passent leur vie sur le bateau, enfin sur le radeau, et ils vivent là-dedans. Ils dorment et ils font leur cuisine là aussi. Louis Estève est ingénieur, spécialiste de l'aquaculture. Dans cette région de Khulna, au sud du Bangladesh, il convertit les propriétaires terriens à l'élevage de crevettes bio. Là, il y a les crabes. On va voir. Ça, c'est un marché... Kakra, c'est Ils appellent ça les modes kakra, les crabes de boue. Ça, c'est pas nouveau, mais les crevettes, c'est tout nouveau. C'est quel type de crevettes, ça? C'est Pénéus monodon. C'est crevettes d'eau saumâtre. Il faut qu'il y ait une salinité, une eau un peu salée. Ils envoient ça par camion jusqu'à Khulna. Il y a toutes les entreprises de transformation, de congélation. Ils coupent la tête, ils enlèvent la carapace. Et après, ils congèlent ça et ils envoient exporter en Europe, États-Unis. C'est plus rentable que le riz? Ouais, c'est plus rentable. C'est plus rentable, mais ça a créé beaucoup de chômage, parce que ça demande beaucoup moins de main-d'œuvre. Donc c'est un peu le problème. D'un côté, ça crée, pour le propriétaire de l'étang, il gagne beaucoup plus d'argent, mais pour toute la communauté, il y en a qui perdent pas mal d'argent. Gorgés de sel, depuis un raz-de-marée en 1988, ces bassins grouillent de crevettes. Parce qu'elles valent de l'or, les déjà riches propriétaires terriens ont commis l'irréparable. Ils ont brisé les digues, mis du sel dans la terre et condamné la riziculture. Ça, c'est juste le système de capture, en fait. Ils font rentrer l'eau et l'arrivée d'eau, ça attire les crevettes qui viennent se piéger dans ce petit système. Mais tout l'élevage se fait ici. Une crevette, c'est 400 takas le kilo. Là, on a une crevette, elle doit faire 30 grammes, 40 grammes. Ça fait à peu près 50 takas la crevette. 50 takas, c'est le salaire journalier d'une personne. Quand on s'interroge sur le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui ont effectivement changé ou qui sont menacées pour ces gens-là? La principale menace pour ces gens avec le réchauffement climatique, c'est la montée des eaux et que leurs étangs soient inondés. Avec cette montée des eaux, là, ils perdraient tout, vraiment tout. Est-ce que l'eau, les glaciers qui font de l'Himalaya, est-ce que ça affecte jusque dans le sud du Bangladesh? Est-ce que ça a des répercussions? Évidemment, c'est là où tout s'écoule, ça passe par cette région. Et si l'eau des glaciers est très peu salée, la salinité est très importante dans la culture de la crevette. Et s'il y a trop d'eau des glaciers qui viennent se mélanger, ça diminue la salinité. Les crevettes grandissent moins. Pour cet exploitant, le climat, c'est au jour le jour. Et à chaque jour suffit sa peine. Le réchauffement climatique, moi, ça ne m'inquiète pas. Je ne pense pas que notre région de Khulna sera touchée. On ne sera de toute façon plus là. On m'a dit que dans 100 ans, le Bangladesh disparaîtra. Je n'y crois pas du tout. Mais nous, on arrive bien à vivre. Nos enfants, ils feront pareil. 1, act. 2, 3. Chin. Very good.
La montagne est décharnée. La roche est à vif. Le grand manteau blanc n'a plus rien d'éternel. Dans l'Himalaya, aucune expédition ne s'est jamais faite sans aide des Sherpas. Une vie de dévouement à la montagne et à ceux qui la fréquentent. Des heures durant, ils portent sur leur dos plus de 35 kilos. « 4700 mètres d'altitude et toujours pas de neige. Ce que nous voyons dans le fond, c'est le Sobojo Peak. Et en dessous, c'est la moraine terminale du glacier Repimosal. Et sur la moraine terminale, on voit une cassure en plus clair, une brèche causée par un glof, c'est-à-dire une crue glaciaire, due à un tout petit lac qui s'appelle Churung. « 5 jours pour arriver à destination, à hauteur du lac de Chorolpa. Very nice Belle vue, hein. view, isn't it? Okay. So I'm Là, right now standing je on me the trouve sur la moraine latérale lateral sud, moraine. The southern sur la moraine lateral latérale moraine du lac Chorolpa. of Chorolpa Lake. De ce côté, On this voici side le is lac, the lake, de l'autre, la and on vallée. this side is what we call the Appalachian Valley. Laissez-moi vous montrer quelque chose sur cette moraine latérale sud. Il y a 50 ans, il n'y avait rien ici, pas d'eau. Le glacier arrivait jusqu'à ce niveau. Il n'y avait que quelques étangs, et petit à petit, ces étangs ont augmenté, et le glacier a commencé à reculer. Maintenant, il se trouve à plus de 3,5 km d'ici. Ça signifie que les glaciers fondent très vite. Cette moraine, amoncellement de sédiments, de rochers et de débris divers, sert de barrage naturel au lac. Barrage naturel, mais fragile. La chose la plus importante, ce sont les caractéristiques des éléments qui entourent le lac. Vous voyez la moraine ici? Elle est très instable. La moraine est très fine, très haute, 150 mètres de son point le plus haut à ici, et 50 mètres d'épaisseur seulement. Très instable. Vous pouvez voir que la moraine casse, tombe, glisse en perdant du terrain. C'est parce qu'il y a de la glace à l'intérieur. La glace fond et la moraine se délite, se fissure. Si la partie solide recule à son seuil limite, ça peut casser sous la pression de l'eau et ça peut entraîner un glof. C'est l'un des facteurs qui prouvent que ce lac est très dangereux et qu'il faut le prendre en considération très sérieusement. Et il faut impérativement effectuer des travaux pour consolider certaines parties afin d'éviter un glof. Dans l'Himalaya, 44 lacs présenteraient les mêmes risques de crues glaciaires subites d'ici moins de 5 ans. Heading? Yeah. Okay, we have sent the money. I'll ask Yes. Les Chars sont ces îles fluviales formées de sable et de limon. Yes.
5 millions d'habitants vivent sur ces îles rongées par l'érosion, susceptibles en quelques heures seulement de disparaître au bon vouloir du Brahmapoutre. Ces chars sont impossibles à cartographier. Les Tcharois ne disposent d'aucun papier. Runa les surnomme les sans-nom. Yes. Regardez, la première chose qu'ils ont demandé à savoir écrire après avoir appris l'alphabet, c'est mon nom en bengali et en anglais. Vous voyez, nous avons des écoles primaires dans différentes îles. Donc, nous avons créé une école primaire. Mais il y avait des îles sur lesquelles il n'y avait pas assez d'enfants pour justifier une école. Ici, c'est un village très particulier. Il est surélevé. C'est ce qu'on appelle un village cluster. C'est notre association qui l'a construit de cette façon. Avec ce cluster, personne ne vit en contrebas. À cause des inondations, nous avons élevé la terre de 2,50 m au-dessus de la zone inondée. Tous les gens des villages alentours qui n'ont pas eu cette protection sont venus ici. Cette construction est très particulière. Elle est en forme d'œuf, comme vous pouvez le voir. Et quand l'eau arrive en force, l'érosion a beaucoup moins d'effet. On a décidé de faire un étang au milieu de l'île. La terre a été utilisée pour consolider le cluster. Et cela leur a permis d'avoir de la nourriture pendant les inondations, parce que les poissons n'ont pas été touchés à ce moment-là. Ces dernières semaines, plusieurs familles d'îles voisines sont venues s'installer ici. Oh, ils vont tous à notre école. Ils m'expliquent que leur île s'est cassée. Morceau après morceau, elle s'est effondrée. Elle est maintenant sous les eaux. Donc, ils sont venus ici. This is your house? C'est votre maison? Je n'ai pas d'enfant. Je vis ici avec mon beau-père, ma belle-mère et mon mari. Elle vivait sur une île, l'île a disparu, elle est allée sur une deuxième et elle a à nouveau cassé, donc elle est venue ici. Elle a dû déménager 3 fois ces derniers mois. À mon âge, j'ai vu ma maison cassée au moins 20 ou 25 fois, tous les 2 ans à peu près, et parfois 2 fois la même année. Dhaka, capitale du delta réincarnée en mégalopole. 13 millions d'habitants aujourd'hui, ils seront 21 millions en 2015. Dhaka, ville de misère mais capitale refuge. Les déplacés arrivent à l'infini dans des trains qui n'en finissent plus d'affluer.
Cette femme est arrivée fin août, après la première inondation. Elle a, comme la plupart de ceux qui l'entourent, quitté son village d'Islampour au nord du pays. Comme beaucoup aussi, elle a abandonné sa maison sous les eaux contre une place sur un trottoir de Dacca. Dans mon village, il n'y avait plus rien. Je ne pouvais plus nourrir mes enfants. Alors je suis partie pour ici. Je suis venue à Dacca. Beaucoup de gens sont partis en même temps que moi. Je ne pouvais même plus trouver de nourriture pour mes enfants. Qu'est-ce qu'elle est devenue votre maison, madame? Ma maison a disparu. L'eau a tout envahi chez moi. Je suis pauvre ici. Je n'ai pas de travail non plus. Je fais la manche, mais malgré tout, c'est mieux. Oui, là-bas, vous ne pouvez pas savoir à quel point je souffrais. J'étais très malheureuse. L'eau sait tout de même, à de rares exceptions, offrir ses vertus. Dacca est la ville au monde qui compte le plus de bidonvilles, 8000. Originaire du même village, Moumad Lalmia a 42 ans. Elle habite ici, dans la promiscuité la plus totale avec son mari et ses 6 enfants. Elle vient de trouver un travail comme femme de ménage dans une école, ce qui lui assure un revenu dérisoire mais indispensable de 50 centimes d'euros par jour. On est réfugiés ici. On ne peut rien faire là-bas. On se sent abandonné. Avant, je n'avais pas de travail. Ici, je gagne 50 taka par jour. Ça permet de nourrir les petits, à peu près. Les hommes, pour bon nombre d'entre eux, conduisent des rickshaws à moteur ou à pédale. Tandis que les enfants grandissent comme ils le peuvent, sans école et sans perspective. Les chantiers sont tout de suite mangés par les eaux qui envahissent cette ville à la croissance infernale. C'est pour protéger Dacca que des files incessantes de bateaux chargés de sable accostent du matin au soir. Les uns après les autres, des travailleurs, souvent eux-mêmes déplacés du climat, transportent ce sable sur leur tête. Leur salaire est d'1,50 € par jour. Le sable est utilisé pour surélever le sol de Dacca et de ses environs. Tous les gens que vous voyez ici, qui travaillent sur ces bateaux, viennent de partout, de tous les endroits du Bangladesh. De Pabna, de Barishal, ils travaillent ici et déchargent le sable des embarcations. Le travail commence à 4 h le matin. On bosse 3 heures en continu, ensuite on prend une pause, puis on reprend le travail. On s'arrête simplement pour déjeuner, un court instant, et on reprend jusqu'à 16 h environ. On utilise ce sable pour renforcer les berges et sinon aussi pour toutes les constructions. Ce sable est indispensable. Il est très utile pour tout le monde. Il aide tout le monde. Il offre des emplois aux gens et protège tout le monde et toute la ville en cas de crue.
15 novembre dernier, le Bangladesh est frappé de plein fouet par le cyclone Sidr, le plus puissant que le pays ait connu depuis 1991. On dénombre 4000 morts ou disparus, bilan que l'absence d'état civil rend difficile à vérifier. L'aide d'urgence se met en branle pour venir en aide aux 8 millions de sinistrés, principalement concentrés dans le sud du pays. Yves Mar se dirige vers l'un des villages les plus touchés, celui des pêcheurs de la plage de Kwakata. Depuis 10 jours, les routes coupées ont isolé du monde les pêcheurs et leurs familles. Sans habitation, sans réserve, leur survie est en péril. Sans oublier leurs bateaux, anéantis par la puissance du cyclone, flotte qu'Yves Mar veut aider à reconstruire. বাসাকে তোমার বাসা একদম বড় বড় ঠাড়া হয়ে গেছে কোথায় কোথায় ছবি স্যার এইতে ঘরাল হে এই মাটিও ছালাই লই গেছে মাটিও ছালাই লই ওই তো ঘর ছিল মাটিও ছালাই লই গেছে বন্যা সব এখন শেষ ফিনিশ panier coteau high 30 foot alors donc voilà il explique à mi Fourachi পানি তো 30 ফুট আছে এবার তুফান বড় বড় তুফান হইছে সাগরের ভিতরে তুফান আর কি ঠেলে লই গেছে ils sont en train de nous raconter ce qui s'est passé c'est que ici il y a eu une vague de ils disent 30 pieds ça fait 10 mètres. Il faut imaginer une vague de 10 mètres ici. Alors tout ce qui se trouvait de ce côté-là a été emporté par la vague, donc sa maison bien sûr, mais il avait aussi son bateau. Et son bateau, tout ça est passé derrière. Ok, voilà, c'est son bateau. C'est son bateau. Il n'est pas réparable. Hein? Non, c'est fini. Fini, chèche, à chèche. Il nous montre ce qui c'est ça la façon, quand on n'a pas d'abri anticyclonique, c'est la façon de survivre. Et on s'accroche à ce qu'on peut. S'accroche à un arbre. Comment échapper au cataclysme? Aujourd'hui au Bangladesh, le changement climatique a fait son entrée au programme scolaire. Je vous en ai déjà parlé. Quelque chose de très important se produit. On en a déjà discuté. Alors, pourquoi est-ce que le climat de la Terre change? Oui, dis-moi. Parce qu'il y a un réchauffement climatique. Toutes les plantes, les animaux, les oiseaux, etc. Est-ce que ce sont eux qui créent le réchauffement? Non. Qui crée ce réchauffement? Nous. L'activité humaine crée un réchauffement de la planète. C'est une réaction en chaîne. Notre activité a un effet qui entraîne encore autre chose. C'est une chaîne. On ne peut pas isoler un seul problème et le résoudre. C'est un enjeu mondial. Et ces enfants qui sont brillants me disent souvent que les pays industrialisés, les pays modernes utilisent plus d'énergie fossile que nous. Alors pourquoi sommes-nous les victimes? Le changement climatique détruit nos récoltes. À cause de cela, les fermiers perdent leur richesse. Et depuis que ça a commencé, le Bangladesh n'a plus assez de nourriture pour nourrir sa population. Ça t'arrive de parler du réchauffement avec tes amis? Oui. Et qu'est-ce que vous en dites? Que c'est pas bien. Ben, aucun pays n'en souffre autant que nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on est les seuls à en souffrir? C'est ça. I said that this is a
Je dis que ce n'est qu'un petit chapitre d'une très grande histoire, l'histoire du réchauffement climatique. Et quand on parle de cela, il faut toujours se demander qu'est-ce qui en est à l'origine, qui en est la cause et pour quelles raisons. Et alors il faut se demander qui en sera le plus victime. Ce sont les gens qui vivent dans le luxe, dans les pays occidentaux qui en sont responsables. Et ceci doit être pris en considération. Et c'est à ces gens-là d'aider les autres, les aider pour qu'ils puissent faire face à ces problèmes.